À la une ce soir, il est temps de sortir de décennies de promesses non financées pour s'engager sur une trajectoire claire, cohérente et sincère. C'est avec ces mots que le sénateur Antoine Karam a interpellé la ministre des Transports concernant l'achèvement de la route du fleuve. Plus que 5 jours avant la mise en place du nouveau contrôle technique, à compter du 20 mai, les critères seront bien plus pointus et la contre-visite pourrait devenir quasi automatique. Pourquoi et comment? Les réponses dans cette édition. La Guyane a du talent, la preuve avec l'exposition Guyanard qui ouvre ses portes aujourd'hui. Des étudiants ont laissé s'exprimer leur fibre artistique et ont apporté une touche de poésie à des objets de notre quotidien, des images que l'on vous fera découvrir. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ATV Guyane. Le sort d'ATV est encore en suspens. Le délibéré concernant son éventuelle liquidation a été reporté au vendredi 18 mai. Les pièces réclamées aux repreneurs n'ayant pas été intégralement fournies. Nous vous tiendrons bien évidemment informés des suites de votre chaîne préférée. Retour en Guyane où depuis hier, lundi 14 mai, le centre des impôts de Cayenne est en proie à une forte affluence. En cause, la date de déclaration des impôts dont l'échéance est fixée au 17 mai pour le format papier et au 5 juin pour le format électronique. Gaël Oassim est à la rencontre de ceux qui font le pied de grue, parfois depuis de longues heures. On s'approche de la fin de la date de déclaration papier pour la déclaration d'impôts, donc qui est le 17 soir. Mais cette affluence, en fait, on l'a quasiment à la même période tous les ans, puisque les déclarations se font chaque année. Alors c'est l'équipe accueil, c'est le service accueil donc, qui s'occupe de l'accueil de nos concitoyens. Nous avons effectivement embauché spécifiquement donc, des vacataires à cette occasion. Sur les flux qu'on a à gérer, il y a 3 flux. Il y a le flux effectivement des primo-déclarants, donc, comme son nom l'indique, donc ce sont les gens qui viennent déclarer pour la première fois. Il y a un deuxième flux qui est le flux classique, je dirais, c'est-à-dire nous avons des personnes qui viennent pour payer leurs impôts, payer leurs amendes, qui viennent pour rechercher du contrôle fiscal, qui viennent pour avoir des informations dans le domaine du foncier. Et nous avons effectivement ce troisième flux qui est important, qui est le flux des personnes qui viennent chercher leur identifiant. Alors ces personnes-là sont des personnes qui ont déjà déclaré les années précédentes et qui, pour pouvoir créer leur compte sur Internet et déclarer en ligne, ont besoin de ces identifiants. Soit parce qu'ils ne les ont pas reçus à la maison, soit parce que le courrier n'est pas arrivé, soit pour diverses raisons. Mais quoi qu'il en soit, ils viennent récupérer ces identifiants qui vont leur permettre effectivement donc de créer leur compte en ligne et de faire leur déclaration en ligne. Alors le prélèvement à la source, c'est simplement un moyen de payer l'impôt. Auparavant, l'impôt se réglait soit sur un système de tiers, soit sur un système de mensualisation. En fait, le prélèvement à la source pour nos concitoyens, ça va s'assimiler, dans les faits, à une mensualisation, quelque part. Et par contre, les versements seront effectués soit par les employeurs, soit ce seront des versements qui seront faits par acompte, prélevés sur les comptes bancaires, donc des... Si certains attendent de déclarer leurs impôts, d'autres attendent de monter dans un bus, une démarche qui n'est pas facilitée par les conclusions du comité de conditions de travail qui a rendu un avis favorable au droit de retrait des chauffeurs en grève depuis une dizaine de jours. Pierre Tréfouat est à la rencontre des principaux intéressés. Aujourd'hui, nous les secrétaires des CHSCT, nous restons sous la décision, le sortie de vote qu'on a eu et donc nous espérons par la suite que l'enquête de CHSCT qui va démarrer jeudi après-midi révélera tous les dysfonctionnements que nous, on a constatés dans nos courriers précédents. C'est un bouton qui est dissimulé quelque part dans le bus, que à partir du moment que c'est actionné, vous avez un système qui enregistre en caméra ce qui se passe et aussi qui donne l'écoute aux gens qui sont ici au service de régulation. Et selon le type d'agression, eux, ils vont dispatcher ou contacter les forces de l'ordre. Aujourd'hui, on utilise notre téléphone portable et tout le monde est en train de nous dire qu'on voit les conducteurs avec les téléphones portables. C'est la seule forme de contact qu'on a avec les services parce qu'il n'y a pas de radio, malgré que c'était voté depuis quelques années le budget. On est divisé parce qu'il y a certaines personnes ici qui ont, comment je peux dire, l'ancienneté et les relations bien placées. Et il y a d'autres aujourd'hui qui veulent un nouvel organisme de transport. Et malheureusement, malgré on demande juste le respect du code de travail et les textes, ça pose problème.
Le réseau routier de Guyane, évoqué à de nombreuses reprises dans votre journal, a trouvé un écho dans le plaidoyer parisien d'Antoine Karam. Lors d'une séance de questions au gouvernement, le sénateur a demandé la participation de l'État dans la continuité de la route du fleuve. Vous avez dit il y a quelques instants qu'il est temps de sortir de décennies de promesses non financées pour s'engager sur une trajectoire claire, cohérente et sincère qui réponde vraiment aux attentes des citoyens. Président de la région Guyane pendant 18 ans, je peux témoigner des paroles non tenues par les gouvernements successifs s'engageant à désenclaver le territoire par la route du fleuve reliant le littoral à Maripasoula, commune de 17 000 km². Cette commune, la plus étendue de France, accessible uniquement par voie fluviale ou aérienne, où une simple bouteille d'eau ou de gaz est 3 fois plus chère que sur les littoraux. Le début de cette route indispensable a finalement vu le jour en 2009, avec un premier tronçon de 54 km financé intégralement par les élus guyanais, sans aucune aide de l'État et de l'Union européenne. 180 km de route restent aujourd'hui à construire et figurent à ce titre dans le schéma d'aménagement régional validé par le Conseil d'État. J'aurais aimé avoir votre sentiment, Madame la Ministre, sur le développement des infrastructures routières au service du désenclavement dans les Outre-mer et en particulier en Guyane. Cette problématique aura-t-elle toute sa place dans le projet de loi d'orientation des mobilités? Car si nous devons naturellement avoir recours au transport aérien et fluvial, je reste convaincu que le véritable désenclavement, celui qui participe activement au développement économique et social d'un territoire, passe nécessairement par la route. S'agissant du cas de la Guyane, le plan d'urgence mis en place en 2017 est très ambitieux en matière d'infrastructures routières. Il propose 300 millions d'euros d'investissement de l'État sur les 2 routes nationales existantes, la RN1 et la RN2. La desserte de Maripasoula ne figure pas dans ce plan d'urgence, mais je peux vous assurer que l'État tient ses engagements en Guyane. Nous sommes pleinement mobilisés pour mettre en œuvre les aménagements identifiés dans le plan d'urgence le plus rapidement possible, bien sûr dans le respect des procédures. Un avenant signé entre l'État et la collectivité territoriale de Guyane le 26 juillet 2017 a permis d'ajouter 100 millions d'euros au CPER de la Guyane, apporté à 100% par l'État, afin de réaliser le doublement du pont de l'Arriveau. Les services de l'État en Guyane sont également pleinement mobilisés pour faire avancer les études et les procédures qui permettront à terme l'aménagement à 2 fois 2 voies des RN1 et 2 en sortie de Cayenne, aujourd'hui soumises à des congestions très importantes. Restons dans le domaine automobile avec un changement de taille qui entrera en vigueur à compter du 20 mai. Plus cher, plus long et plus pointilleux. Il s'agit de la version 2018 du contrôle technique, modifiée afin de se conformer aux normes européennes. Une application qui entraîne forcément des conséquences pour les centres techniques, mais aussi pour les automobilistes. Les précisions de Pierre Tréfou. Dimanche prochain, tout va changer pour les automobilistes, avec la mise en application du nouveau contrôle technique conforme à des nouvelles directives européennes. Obligatoire dès le 4e anniversaire de la voiture, puis tous les 2 ans ou en cas de revente, cet examen périodique va donc se durcir dans le but de réduire de moitié le nombre de victimes sur les routes. Les points de vérification mais aussi des défauts impliquant une réparation et une contre-expertise vont augmenter et il ne sera plus toujours possible de rouler dans l'attente d'une contre-expertise. Actuellement, nous avons 2 défaillances, donc le mineur, d'accord, donc pas de contre-visite avec juste des observations notées sur le procès verbal. Il y a des points en contre-visite donc qui nécessitent 2 mois pour réparer le véhicule et revenir. Et ce qui va changer, la grande nouveauté, c'est au niveau de défaillance critique. Ça veut dire que le véhicule il est immobilisé le jour même. Donc il y aura une nécessité de réparer le véhicule le jour même. Si le contrôleur estime que le véhicule présente des défauts majeurs ou bien un danger immédiat pour la sécurité routière ou l'environnement, il se contentera d'apposer une vignette valable pour le seul jour de contrôle. Il ne restera plus qu'à ramener le véhicule chez vous ou dans un garage pour effectuer des réparations et si dans l'attente de la contre-expertise le véhicule roule, l'automobiliste sera passible d'une amende forfaitaire de 135 €. Le durcissement des contrôles techniques va entraîner un changement de comportement de la part des automobilistes. Plus précautionneux, ils pourront faire des pré-contrôles, des réparations anticipées ou bien même des stages de mécanique, ce qui intéresse les spécialistes. Je pense que ça peut être que positif parce que de toute façon, vu comment le marché évolue,
Il y aura sûrement des véhicules qui vont se vendre, d'autres qui vont être à la casse. Donc il y a l'intérêt, on va dire, financier de ce côté-là. Si ces contrôles techniques sont vivement critiqués par les automobilistes, ils feront des véhicules plus sûrs et moins polluants pour la planète. Restez avec nous à venir dans votre journal. La présentation du premier salon de l'insertion professionnelle en Guyane qui ouvrira ses portes dans une dizaine de jours. Et puis nous nous laisserons entraîner dans l'univers artistique des élèves en formation professionnelle qui se sont exprimés dans le cadre de Guyanart. Mais avant cela, cap sur la Guadeloupe, à Goyave plus précisément, où la présence tentaculaire de sargasses chamboule le quotidien des habitants. Karen Diama et Patrick Curie ont été à leur rencontre. Dans cette petite résidence située en bord de mer, les habitants sont incommodés en permanence par l'odeur des algues sargasses. L'odeur nous gêne, oui. Le matin très tôt, quand on se réveille, ah oui, on ne peut pas résister ici. Bon, et après, dans la journée, bon, ça peut se passer, mais le matin, ouais, c'est dur. Même constat chez son voisin Herman. On va souffrir avec l'odeur là, ça, hein. Ça a fait 2 fois, ça a rentré là. Première fois, c'était pareil. Deuxième fois, c'est même petit encore. Comme les matins à partir, les animaux moins, et le mobilier a fermé. Même là, il est déjà encore obligé fermé. Et quand on ouvre, on a toute l'odeur là, 40 ans, 15 heures. Si certains voisins ont préféré s'en aller, le temps que les émanations soient moins denses, d'autres beaucoup plus téméraires se sont habitués à leur nouvelle qualité de vie. J'ai pas changé d'habitude, hein, je reste toujours pareil. Oui, oui. Pas d'habitude. On s'habitue finalement, on s'habitue. Il faut s'habituer. Hein. Bon, comme j'ai entendu à la radio, il faut sortir. Mais sortir et aller où? On ne peut pas sortir. Alors on doit s'habituer. Outre la gêne olfactive, c'est un risque sanitaire qu'encourent les habitants de bord de mer. Pas même ça, pas même ça, parce que tout ça coûte. C'est hier, médecin là, de coûte ça. Alors, pas même, si on l'État pour moi, pas même ça, bord de la mer, pas même ça, qui gens ça fait, qui gens ça pas fait. Et on pas fait attention, on pas. Certains habitants seraient également victimes de dégradation matérielle. Moi, ce que je peux dire, c'est mon téléphone. J'ai pas de réseau pour mon téléphone, mon appareil, comment dire, box. Ouais, j'ai pas de réseau pour le téléphone. Bon, parfois la télé joue, mais la télé s'éteint. De nouveaux échouages d'algues sargasses sont prévus à compter d'aujourd'hui sur les côtes est et nord-est de la Basse-Terre, ainsi que sur les Saintes et Marie-Galante. Retour en Guyane, où le premier salon de l'insertion professionnelle du territoire sera organisé au PROC les 25 et 26 mai prochains, avec 22% de demandeurs d'emploi. Ce rendez-vous, pour lequel des moyens de transport seront déployés sur tout le territoire, est très attendu par les principaux intéressés, mais aussi par les entreprises et les organismes de formation. Mais comment s'organisera-t-il? Les réponses fournies par Jonathan Lariot. L'idée, c'était d'insérer dans le calendrier événementiel de la Guyane un événement totalement dédié à l'insertion socio-professionnelle. Et il nous a semblé opportun d'aboutir sur un salon. Ce salon où on va essayer de réunir tous les organismes qui œuvrent pour l'insertion socio-professionnelle et surtout qui faisaient chacun de leur côté un travail qui était non négligeable, hein, mais n'empêche que tout le monde n'avait pas une adhésion globale sur toute la Guyane sur un même sujet. Ça peut être la création d'entreprises, la recherche d'emploi, la formation professionnelle. En fait, l'insertion, c'est un terme qui est large, c'est un terme qui regroupe plusieurs sorties possibles. Alors, soit on fait une insertion et puis on aboutit sur un travail, soit on fait une insertion et puis on aboutit sur une création d'entreprise ou une formation. Une page de santé avec le démarrage ce vendredi 18 mai de la caravane du village santé sociale prévention. Quel est l'objet de ce voyage organisé à l'attention des agents territoriaux? Les réponses d'Orlan Jadfar au micro de Jonathan Lariot.
J'ai voulu rassembler une sorte de guichet unique où se retrouveront tous les partenaires sociaux, donc notamment la MNT, parce que c'est nous qui organisons, la Mutuelle nationale territoriale, nous organisons le village santé sociale prévention. Moi, en tant que responsable développement à la MNT, je me suis rendu compte au détour de mes permanences que beaucoup de questions revenaient, mais pour lesquelles je n'avais pas forcément des réponses. Donc pour moi, c'est quand même important de rassembler, tout en mettant en refaisant le tri des questions qui m'ont été posées, j'ai voulu rassembler le maximum de partenaires sociaux pour répondre aux questions des agents. On a à peu près 8 ou 9 intervenants, ils seront en stand. Il y aura des stands, il y aura le stand de la MNT, le stand de la CGSS, le stand de la CAF, le stand de la MDPH, le stand du CNFPT, du stand de gestion. Et chaque adhérent ira, donc ils feront le tour du village et ils passeront de stand en stand. Et il y aura des prospectus, il y aura des agents qui seront là pour répondre aux questions. Entendons-nous bien, les agents sont là pour répondre aux questions, mais pas forcément pour régler le problème de l'agent le jour même. Alors, on s'est entendu à savoir que les intervenants prendront les coordonnées. Si vraiment il y a un problème, un problème majeur, l'intervenant prendra les coordonnées de l'adhérent de l'agent et il s'engage à le rappeler pour régler le problème. Mais les problèmes ne seront pas réglés le jour même. L'Office national de la chasse et de la faune sauvage de Guyane a désormais son site internet. Cette plateforme a pour ambition d'établir des fiches de reconnaissance illustrées de la faune guyanaise, des études menées sur les espèces, mais aussi d'afficher la réglementation de la chasse sur notre territoire, ainsi que des conseils de sécurité. Détour par la Guadeloupe où une jeune réalisatrice guyanaise a pu profiter des conseils de Jean-Claude Barny dans le cadre d'une masterclass organisée durant le FEMI, un échange immortalisé par Anne-Elisabeth Artsen et Maurice Dexter. Pour sa 9e édition, le marché international du film et de la télévision caribéen a réuni des réalisateurs en herbe et un réalisateur confirmé pour cette masterclass. Cette masterclass était faite pour justement essayer de montrer que nous avons des compétences, des qualités et que les petits obstacles qui nous manquent pour être audible, on peut facilement les régler entre nous. Ce qui n'était pas vrai à mon époque, c'est que déjà rien que dans leur court-métrage, ils sont multiprimés. Donc c'est-à-dire que déjà ils ont complètement assimilé l'école, l'industrie et puis les compétences. Maintenant c'est simplement les accompagner tous ensemble pour accéder à leur long-métrage. Marie-Sandrine, réalisatrice guyanaise, a fait le déplacement pour présenter son film, mais pas que. Très bonne idée pour cette masterclass avec le réalisateur Jean-Claude Barny, qui puisse nous parler de son expérience. Là on était beaucoup de réalisateurs ayant fait des courts-métrages. Donc ce qui est bien pour avancer, c'est d'entendre l'expérience de nos aînés, savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, la réalité. C'est quand même un exemple, il a fait Nègre-Marrant, il a fait le Gang des Antillais, il a fait Un Trou et il faut qu'on continue. Donc ces conseils étaient très importants pour nous. 4 journées de rencontres et d'ateliers étaient donc au programme de ce 9e marché international du film et de la télévision caribéen. Finissons ce journal avec une touche de culture. Gallo Hassim nous entraîne au vernissage de l'exposition Guyane Art. Cette initiative, portée par le rectorat, a pour objet de valoriser les réalisations artistiques et culturelles des élèves en cursus professionnel. Et une seule conclusion s'impose, le talent n'attend pas l'âge. La Guyane a des talents. La preuve avec la première édition du Guyane Art Expo, une exposition d'œuvres d'art faite uniquement de matériaux de récupération par différents élèves de collèges et de lycées du département. À l'image de Kazama Sor Watson, élève de terminale en peinture et carrosserie au lycée Michotte à Cayenne, qui a entièrement retapé ce véhicule. Un travail de longue haleine de 300 heures. On a entièrement repeint. C'était une voiture toute blanche en fait, qui était repeinte en blanc avec le damier et on l'a retracé, on l'a refait. On a également fait le capot avec le drapeau de la Guyane. En fait, la voiture c'est sur le thème de la Guyane. C'était un projet, c'était pour cette exposition qu'on l'a fait. Piquant la curiosité de certains élèves du lycée situé juste à côté de la salle d'exposition, elles n'ont pas hésité à s'y rendre et ne sont pas au bout de leur surprise. J'ai été très surpris de voir le travail qui a été fait par les élèves d'autres lycées. C'est vraiment très joli en fait. C'est étonnant ce qu'on peut faire avec des trucs qui et même traînent et d'ailleurs, qu'on jette. Cette création sur laquelle on est assis. On se sent un peu manque de respect du coup maintenant. Mais c'est vraiment... En plus c'est confortable. Donc bon travail à ces élèves.
Un projet académique et pédagogique qui tend à permettre aux élèves de toucher du doigt leur futur métier. Alors l'aspect pédagogique, il est évident, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'à travers ces projets, les élèves sont amenés à développer les compétences professionnelles qu'ils devront maîtriser dans le cadre de leur futur métier. Pour le député de Guyane, Gabriel Serville, il en ressort une certaine fierté. Je suis vraiment très heureux de voir ce que les jeunes peuvent réaliser, notamment ceux qui arrivent à produire des œuvres d'art à partir de matériaux de récupération qu'ils ont réussi à transformer et auxquels ils ont réussi à donner de la valeur. Pour le rectorat, l'intérêt est de mettre en valeur les talents des élèves exprimés lors de ces créations. Il y a du talent pédagogique, en mathématiques, en français. Il y en a qui ont du talent mais artistique, culturel, et donc il faut mettre tous ces talents en avant. Donc le but premier de cette exposition, c'est bien de mettre en avant le talent, le très grand talent. Il suffit de regarder. Donc j'invite vraiment toute la population, puisque c'est ouvert au public, de venir voir la qualité du talent de nos élèves. Cette exposition se déroulera du 15 au 18 mai dans la salle d'exposition de l'Ancre à Cayenne. C'est la fin de ce journal, mais avant de le refermer, je vous propose un rappel de ses principaux titres. Il est temps de sortir de décennies de promesses non financées pour s'engager sur une trajectoire claire, cohérente et sincère. C'est avec ces mots que le sénateur Antoine Karam a interpellé la ministre des Transports concernant l'achèvement de la route du fleuve. Plus que 5 jours avant la mise en place du nouveau contrôle technique. À compter du 20 mai, les critères seront bien plus pointus et la contre-visite pourrait devenir quasi automatique. Pourquoi et comment? Les réponses ont été présentées dans cette édition. La Guyane a du talent, la preuve avec l'exposition Guyane Art qui a ouvert ses portes aujourd'hui. Les étudiants ont laissé s'exprimer leurs fibres artistiques et ont apporté une touche de poésie à des objets de notre quotidien, les images que l'on nous a fait découvrir. C'était le journal de la rédaction, merci de nous avoir choisis. Tout de suite l'édition nationale de BFM TV, je vous donne rendez-vous, même heure, même chaîne, excellente soirée sur ATV Guyane.